This meeting is being recorded. C'est tout bon. C'est tout bon, ça y est, merci. Moi, je vais faire juste un petit rappel avant de donner la parole à Céline par rapport aux précédentes sessions où nous avons d'abord mis l'accent sur le rôle de la famille dans la découverte des apprentissages en dehors de l'école. Ensuite, on a eu l'occasion de mettre en lumière les liens entre le temps et les pratiques familiales autour de la lecture. Et donc, on vous propose pour aujourd'hui de compléter ce triptyque en mettant le projecteur sur l'impact des différents membres de la famille sur les pratiques de l'apprentissage de la lecture. Et je donne tout de suite la parole à Céline. À toi, Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas sur les 2 sessions précédentes, je me présente à nouveau. Donc je m'appelle Céline Ferrier, je suis chargée d'études et de recherche à l'association Coup de pouce. Et dans ce cadre, je mène en particulier un projet de recherche avec l'université Grenoble-Alpes dans le domaine de la littératie familiale, c'est-à-dire l'étude des pratiques et des dynamiques autour de la lecture et de l'écriture en milieu familial. Donc, c'est évidemment un sujet qui croise pleinement les objectifs de Coup de pouce. Et dans ce cadre-là, on développe différentes actions qui ont pour objectif de toujours impliquer davantage et de travailler régulièrement et de manière approfondie avec les parents dans la démarche Coup de pouce. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va faire un focus tout particulier sur les différents membres de la famille pour cette 3e session. Juste avant de démarrer sur ce sujet-là, on peut s'interroger d'abord sur l'usage des mots et sur l'utilisation du mot famille dans nos actions, dans nos démarches, pas seulement à Coup de pouce, dans toutes les actions éducatives. On peut tous, autant qu'on est, utiliser régulièrement le mot famille en disant qu'on s'adresse aux familles, mais finalement, de quelle famille on parle? Il y a évidemment une très grande variété aujourd'hui de familles, de typologies de familles. Il y a de plus en plus de familles monoparentales, donc majoritairement des mamans qui élèvent seules leurs enfants. Mais il y a également des familles recomposées, il y a également des familles nombreuses. Donc voilà, les typologies de familles sont très variées. La famille n'est pas du tout une structure homogène. Et donc, quand on s'adresse aux familles, finalement, on peut déjà s'interroger sur le type de famille auquel on s'adresse et à qui on s'adresse au sein de la famille. Voilà. Et de la même manière, on peut s'interroger quand on fait des actions pour les parents, finalement, à qui on s'adresse vraiment? Est-ce qu'on s'adresse aux pères et aux mères? Est-ce qu'on s'adresse davantage aux mères puisqu'on sait qu'elles sont très impliquées dans la scolarité des enfants? Et on va voir aujourd'hui ensemble, en fait, qu'être mère d'élèves ou père d'élèves, c'est assez différent. Il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Voilà. Donc, les mots ont leur importance et l'usage de ces mots va avoir de l'importance aussi dans la manière dont on présente les actions et les démarches qu'on peut mener dans le domaine de la coéducation et dans le domaine, entre autres, de la littératie familiale. Voilà. Donc, pour revenir très brièvement sur ce qu'on s'est dit sur les 2 sessions précédentes, vous vous en rappelez, on s'est demandé comment les parents, en fait, ils influençaient le rapport à la lecture des enfants. Et en fait, sur ce premier temps, ce matin, je vais d'abord m'intéresser aux parents avant de parler des frères et sœurs. Donc, du côté des parents, les parents donc, influencent le rapport à l'écrit des enfants par différentes voies et entre autres par rapport à leur propre rapport à l'écrit. C'est-à-dire que si eux-mêmes ont d'importantes pratiques autour de la lecture et de l'écriture, ça va directement influencer les enfants. Alors, quand je dis ça, vous pouvez vous imaginer, je ne sais pas, des parents peut-être qui ont des pratiques d'écriture du type écrire un roman, écrire un journal. Alors, on ne parle absolument pas forcément de ce type de pratique extrêmement minoritaire. Non, je parle d'écriture quotidienne, ce qu'on appelle les écritures domestiques. Simplement le fait de noter un rendez-vous dans un agenda, de suivre une recette de cuisine,
d'envoyer un SMS et de montrer à l'enfant quel est le message qu'on a envoyé. Voilà, ce sont des petites écritures quotidiennes ou alors des pratiques de lecture qu'on peut avoir devant les enfants et qui vont influencer directement l'enfant par rapport à son propre rapport à la lecture. Ensuite, ce qui influence également énormément les enfants, c'est les activités partagées qu'on a avec eux. Et encore plus si ces activités partagées, elles ont un lien direct ou indirect avec l'écrit. Par exemple, faire une recette de cuisine ensemble et suivre la recette sur un livre avec son enfant, et ben ça, c'est une pratique partagée qui a un impact sur le rapport à la lecture de l'enfant, puisque l'enfant, en fait, va à ce moment-là s'apercevoir qu'il y a des pratiques autour de la lecture et de l'écriture qui ne concernent pas seulement l'école, qui influencent et qui ont aussi un impact dans le quotidien, dans la vie de famille. Par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois, vous le savez maintenant, les parents influencent aussi le rapport à la lecture par rapport au temps qu'ils ont de disponible et leur maîtrise du temps. Voilà. S'ils ont la possibilité de disposer de leur temps et de pouvoir le maîtriser et le gérer, ça va directement influencer aussi leur pratique avec les enfants. Et en tout premier lieu, les pratiques de lecture d'histoire, le fait de pouvoir disposer d'un peu de temps pour lire des histoires à son enfant et savoir aussi que c'est non pas la durée de ces histoires, mais leur régularité qui va influencer le rapport à l'écrit de l'enfant. Ben voilà, ça va être une disposition temporelle qui va aussi influencer les enfants. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est également les questions de genre, c'est-à-dire les parents influencent le rapport à la lecture des enfants en fonction aussi de leur genre, c'est-à-dire en fonction du fait qu'ils soient un père ou une mère, ça va avoir une influence. Alors, ça a une influence parce que la lecture, dans notre société encore aujourd'hui, elle est principalement transmise par des femmes et en particulier par les mères. Alors là, à l'écran, vous voyez des données qui sont, je l'espère, très éclairantes par rapport à ça. On sait aujourd'hui que les mères passent encore 2 fois plus de temps que les pères auprès des enfants. Donc, leur pratique et tout ce qu'elles portent en termes de comportement influence 2 fois plus les enfants. Dans la petite enfance, ce sont principalement des femmes qui sont auprès des enfants, puisque 98% des professionnels de la petite enfance sont des femmes, donc les assistantes maternelles, les professionnels de crèche, etc. Et quand l'enfant rentre à l'école maternelle, là encore, il a principalement autour de lui des femmes, puisque 84% des professeurs des écoles, donc maternelles et primaires, sont des femmes. Et si on prenait que la maternelle, on monte même à 90%. Donc, principalement des femmes. Et je pourrais continuer comme ça très longtemps. Par exemple, les bibliothécaires sont à plus de 70% aussi des femmes. Alors, tous ces chiffres-là, pour vous montrer qu'en fait, le rapport à la lecture des enfants et les modèles d'identification des enfants dans le domaine de la lecture sont principalement des modèles d'identification féminins. Alors, on pourrait se dire que ça n'a pas énormément d'influence. Eh bien, en fait, la question du genre, pourtant, elle influence énormément le devenir des enfants dans des pratiques culturelles ou des pratiques scolaires, et en particulier là pour la lecture. Et pour la lecture, on sait que les petits garçons vont avoir du coup beaucoup plus de difficultés que les petites filles en raison justement de ce manque de modèle d'identification masculin. Pour un petit garçon, très inconsciemment, la lecture peut devenir une activité genrée. Elle peut être considérée comme une activité féminine parce que finalement, eh bien, autour de lui, c'est principalement sa maman qui lui lit des histoires, c'est principalement des maîtresses qui apprennent à lire à l'école, c'est principalement des femmes autour de lui qui aiment lire, etc., etc. Et donc, rapidement, un petit garçon peut se sentir un peu éloigné de cette pratique culturelle et considérer finalement qu'elle n'est pas directement une activité qui le concerne en tant que petit garçon. Alors, ça va particulièrement impacter en fait les petits garçons des milieux dits les plus défavorisés, puisqu'en fait, ils ont encore moins de modèles d'identification masculins dans le domaine de la lecture. Alors, ces données-là, on les retrouve très, très tôt, hein, puisque dès la fin du CE1, on a 85% des petites filles qui sont à l'aise dans les compétences en lecture,
contre seulement 79% des petits garçons. Donc, il y a déjà un écart. Et cet écart, il va se maintenir tout au long de la scolarité. Il est même un petit peu accentué au collège. Et arrivé à l'âge de 18 ans, c'est des données qu'on retrouve. À 18 ans, on a sur une classe d'âge, toutes les filles et les garçons confondus, on a 14% des garçons qui connaissent des difficultés de lecture, de compréhension de texte, contre seulement 7% des filles. Alors 7%, c'est déjà beaucoup, mais vous voyez, il y a une grande différence arrivée à cet âge-là entre les filles et les garçons. Alors, évidemment, cette différence entre les filles et les garçons, elle ne s'explique pas seulement par le manque de modèles d'identification au sein de la famille et au sein de la société pour les petits garçons dans le domaine de la lecture, mais c'est quand même une raison de cette différence et de cette inégalité de genre dans le domaine de la lecture. Alors, comme on l'a vu lors des sessions précédentes, on sait qu'en fait, cette appropriation de la lecture, c'est un pilier en fait, de la réussite scolaire. Et donc, si les garçons ont plus de difficultés en lecture, ça impacte l'ensemble de leur scolarité. Et c'est comme ça qu'on a plus de petits garçons et de garçons adolescents qui ont des difficultés scolaires, puisque leurs difficultés en lecture, en fait, sont beaucoup plus importantes que celles des filles. Donc, ce constat-là, ce constat scientifique qui a été fait déjà depuis quelques années, il y a des pays en dehors de la France, d'autres pays qui en ont fait en fait un objet et une question en fait stratégique pour développer des actions qui sont des actions spécifiquement destinées aux pères, pour impliquer les pères dans le domaine de la lecture, mais aussi dans le domaine de la parentalité, mais en particulier dans le domaine de la lecture, parce qu'on sait que c'est vraiment un levier de réussite scolaire, un levier pour les enfants. Et donc, là, vous avez à l'écran quelques exemples de programmes d'intervention qui visent spécifiquement les pères à l'étranger et qui ont comme objectif que les pères s'impliquent dans le domaine de la lecture, mais pas seulement auprès des petits garçons. Évidemment, ça va avoir une influence sur leurs fils, mais ça va aussi avoir une influence sur leurs filles, puisque les enfants ont besoin de différents modèles d'identification dans une démarche d'appropriation culturelle. Ils n'ont pas seulement une petite fille, elle va avoir encore plus de facilité si elle a différents modèles de lecteurs et pas seulement une maman qui lui lit des histoires, mais aussi un papa, et puis des modèles de lecteurs de différents âges. Voilà. Donc, ces programmes se développent à l'étranger avec cette stratégie spécifique pour les pères, parce qu'on sait en fait que l'influence des pères sur le rapport à la lecture des enfants, il est aujourd'hui reconnu, étudié, et qu'il a un impact direct sur les questions de réussite scolaire de tous les enfants, et en particulier donc des petits garçons. Voilà pour le focus en fait sur les parents, sur la différence d'appropriation de la lecture entre les pratiques des pères et des mères. Et dans cette logique-là, même si aujourd'hui on ne va pas parler de la famille élargie, des grands-parents, même si ça pourrait être très intéressant, là on va faire un deuxième focus, cette fois-ci sur les frères et sœurs. Voilà. Est-ce que les frères et sœurs sont aussi des alliés de la lecture? C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont eux aussi des alliés de l'enfant apprenti lecteur? Est-ce qu'ils vont également l'influencer? Est-ce qu'ils vont également l'aider, le soutenir, le porter dans ses pratiques autour de la lecture? Alors, ça va dépendre de différents facteurs. Ça va dépendre de la taille de la fratrie. Alors, la taille de la fratrie va être importante puisqu'en fait, à partir de 2 ou 3 enfants, mais surtout à partir du 3e enfant, les parents consacrent moins de temps individuel à chaque enfant. Et donc, le rôle et l'impact des frères et sœurs est plus important. Les frères et les sœurs ont plus d'influence dans les familles nombreuses que l'influence parentale. Il y a également la composition de la famille. Donc là, ça rejoint à nouveau les questions de genre, c'est-à-dire qu'une petite fille qui a une grande sœur va avoir un modèle d'identification dans le domaine de la lecture qui va être plus important que si c'est un grand frère. Alors attention, c'est des grandes généralités. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais moi, pas du tout. C'est mon grand frère qui m'a complètement passionnée pour la lecture de BD et c'est pas du tout vrai. Alors évidemment, il y a plein d'exceptions à ce que je viens de dire. Ça, c'est dans l'ensemble. Voilà, ça fonctionne comme ça
en général, même s'il y a évidemment toujours des différences en fonction des familles. Voilà. Le capital scolaire aussi des autres enfants de la fratrie et en particulier des aînés a une influence directe. C'est-à-dire que si les aînés sont plutôt en situation de réussite scolaire, ils peuvent à leur tour en fait influencer le rapport à la lecture des plus jeunes. Donc le capital scolaire des aînés va également être un facteur important pour comprendre le rapport à la lecture des plus jeunes. Voilà. Et puis, en dernier lieu, quelque chose que vous voyez certainement énormément sur vos terrains, dans vos différentes actions en tant que pilote, c'est la question de la délégation parentale et que d'autres peuvent appeler dans le domaine médical aussi et social la parentification, c'est-à-dire le fait que dans les familles, dans certaines familles, et entre autres dans les familles nombreuses, les parents délèguent parfois aux aînés une partie du suivi scolaire des plus jeunes et aussi une partie des pratiques culturelles. Donc, ce qui se voit par exemple très souvent, chez moi et peut-être chez vous aussi, c'est qu'on demande aux aînés, quand ils savent lire, de lire des histoires par exemple aux plus jeunes, parce qu'on manque de temps. Alors là, c'est une petite délégation parentale, mais quand il y a une délégation parentale très forte et qu'un aîné se retrouve en fait à prendre en charge, par exemple, l'intégralité de la scolarité d'un plus jeune, je sais, et les sociologues l'étudient aussi, que parfois, c'est quelque chose qui nous met, nous, en difficulté en tant qu'acteurs éducatifs, parce qu'on voudrait avoir les parents et que souvent, on a les grands frères et les grandes sœurs. Voilà. Donc, la question de la délégation parentale, elle est complètement liée aussi à l'impact des fratries dans le domaine scolaire, mais en particulier dans le domaine de la lecture. Donc, qu'est-ce qui se joue exactement entre les aînés et les cadets? Alors, comme on peut le voir sur la diapo suivante, on sait en fait qu'un enfant apprenti lecteur, il est influencé donc par les aînés parce qu'ils sont des modèles et que leur pratique dans le domaine de la lecture l'influence directement. C'est-à-dire, si mon grand frère va toutes les semaines à la bibliothèque et que je le vois y aller avec enthousiasme, et ben moi, en tant qu'apprenti lecteur, ça m'influence directement et j'ai envie d'aller avec lui. Mais également auprès des cadets, c'est-à-dire que l'enfant apprenti lecteur, il devient aussi lui-même un modèle pour les plus jeunes qui, à leur tour, en voulant l'imiter, vont du coup commencer à s'éveiller à la lecture, à avoir envie de découvrir la lecture. Et puis le regard des cadets porté sur l'enfant apprenti lecteur va être très puissant pour lui parce qu'en fait, ça va lui créer un sentiment de légitimité au fait de devenir lecteur. Il va être renforcé en fait dans ses compétences. Il va avoir un rôle très important. Il va s'investir d'un rôle de lecteur au sein de sa famille et ça va l'engager dans la lecture. C'est cette fameuse situation que vous avez tous certainement vue d'un enfant qui apprend à lire et qui a le plaisir de lire pour son petit frère ou sa petite sœur juste quelques mots ou même des fois de faire semblant de lire, simplement pour montrer qu'il est grand et pour aussi montrer ses nouvelles compétences. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un effet très fort de la fratrie. C'est-à-dire que les aînés influencent l'enfant apprenti lecteur, mais les cadets aussi, par le regard qu'ils portent sur cet enfant, l'influencent également. Donc, les effets des frères et sœurs sur l'enfant apprenti lecteur sont tout aussi puissants que les effets des pratiques parentales. Alors, c'est vrai qu'on se centre énormément sur les programmes qui visent à impliquer les parents, mais pourtant, les frères et sœurs sont également des puissants alliés sur lesquels aussi on peut s'appuyer et avec lesquels on peut aussi travailler. Voilà. Comme j'ai beaucoup parlé, on va vous proposer, comme les fois précédentes, de continuer la réflexion, mais cette fois-ci en vous permettant à votre tour de participer avec donc un quiz, avec cette première question que vous voyez apparaître à l'écran, qui est dans la lignée de ce que je viens de vous dire. Et avec cette première question, quelle part des enfants qui lisent par plaisir, alors seulement ceux qui lisent par plaisir, choisissent leur lecture sur les conseils d'un membre de leur famille? Alors, est-ce qu'il y a 15% des enfants qui font ça, 34% ou 43%?
Voilà. Et du coup, vous avez directement la deuxième question, mais je vais vous laisser répondre à la première. Je ne sais pas ce qu'on fait, Alexis, si on fait d'abord la réponse de la première. On fait ça? Je pense que ce sera plus facile de partager les deux résultats en Ok. même temps, parce que je vois que des personnes ont commencé à répondre au deuxième en même temps. Du Ah coup, ouais, si d'accord, on ok. peut poser la deuxième question d'affilée. Alors, la deuxième question, je l'aime beaucoup. Quelle part des jeunes de 7 à 19 ans déclarent que leur mère leur demande de lire? Franchement, si cette question, elle ne vous parle pas, je ne comprends pas. Donc, 20%, 45% ou 60%. Il manque une ou deux réponses pour la première question, et pour la deuxième, il me semble que tout le monde a répondu. Ok. Je vous laisse encore peut-être 10 secondes et on pourra partager les résultats. Ok. Voilà. Ok, super. Donc, sur la première question, quelle part des enfants qui lisent par plaisir choisissent leur lecture sur les conseils d'un membre de leur famille? Eh ben, vous avez été 43% à répondre 43% et 43% à répondre 34%. Donc, effectivement, c'est 43% des enfants qui lisent par plaisir qui choisissent leur lecture sur les conseils d'un membre de leur famille. Donc, cette donnée, elle est très importante pour voir en fait que la famille est vraiment, les différents membres de la famille influencent directement les choix de lecture des enfants. Et ce chiffre-là de 43% nous permet de comprendre en fait qu'un enfant qui vit dans une famille dans laquelle il n'y a pas de pratique de lecture, ça influence directement le fait qu'il soit moins incité en fait à lire, mais surtout qu'il ait moins de conseils autour de lui pour avoir envie d'aller lire. La famille est quasiment à part égale avec les amis. Alors, les amis aussi ont beaucoup d'influence, mais plus dans l'adolescence. Et sur l'enfance, la famille est extrêmement importante en termes de conseils. Donc, on voit en fait que l'influence des différents membres de la famille sur les choix de lecture est très importante et arrive très, 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 très largement en tête par rapport, par exemple, à l'école et aux enseignants. Les conseils des enseignants ne sont pas du tout les conseils qui sont suivis pour la lecture par plaisir. Sans grande surprise. Quelle part des jeunes de 7 à 19 ans déclarent que leur mère leur demande de lire à la maison? Alors là, vous avez été nombreux à répondre 60%, la moitié d'entre vous, et puis assez nombreux, 36% à répondre la deuxième réponse. Donc effectivement, c'est bien vu. 60% des enfants déclarent que leur mère, donc tout milieu confondu, leur demande régulièrement de lire des histoires. Alors, par rapport à ce qu'on vient de se dire avant, il est très intéressant de voir que cette pratique des mères de demander aux enfants de lire, elle est très fréquente puisqu'en fait, les mères savent, les pères aussi, mais les mères sont très impliquées sur le fait d'essayer de faire en sorte que les enfants aient des pratiques de lecture en dehors de l'école, parce qu'elles savent que c'est un lien direct avec leur réussite scolaire. Mais le fait de demander à un enfant de lire n'a aucun impact en fait sur ses pratiques de lecture. Le fait de lui demander de lire ne peut pas directement l'influencer. Donc, c'est intéressant de voir que les mères le font beaucoup, mais ce n'est pas pour autant que ça va avoir une influence. Ça va y avoir une influence extrêmement marginale. Les enfants peuvent le faire, 5 minutes, 10 minutes pour faire plaisir à leur mère, mais ce n'est pas ça qui va directement influencer leur pratique. Parce qu'une pratique culturelle, elle ne s'influence pas au prétexte que quelqu'un nous demande de la voir. Et pour illustrer ce fonctionnement-là, je vais vous donner un exemple personnel. C'est que quand moi, j'étais enfant, mes parents me disaient tout le temps qu'ils auraient aimé et qu'ils avaient très envie en fait, que j'apprenne un instrument de musique, que je joue de la musique. Ils se plaignaient énormément du fait que je ne fasse pas de la musique.
Et je voyais bien que c'était une vraie peine pour eux. Et pourtant, je n'étais pas du tout intéressée. Et quand j'ai commencé à étudier les pratiques d'appropriation culturelle, j'ai compris à quel point, en fait, c'était quasiment impossible que je développe des pratiques dans le domaine musical, puisqu'en fait, tout simplement, chez moi, il y avait très rarement de la musique. Personne écoutait de la musique. Ensuite, personne jouait d'un instrument de musique et il n'y avait tout simplement pas non plus d'instrument de musique. Voilà, donc il n'y avait aucune raison que je me mette à développer cette pratique culturelle puisque je n'avais ni modèle, ni support, ni influence, préconisation, conseil dans ce domaine-là. Eh bien, pour la lecture, ça fonctionne exactement pareil. Sauf que moi, je n'avais pas de modèle d'identification dans le domaine musical, je n'avais pas de matériel musical et qu'en fait, quand on n'a pas de pratique dans le domaine de la musique, ça n'influence pas directement la réussite scolaire. Alors que pour la lecture, bah là, à la grande différence, cette pratique culturelle-là, elle a un lien direct en fait sur la scolarité et du coup, elle est très importante pour le devenir scolaire des enfants. Voilà. Donc, ces questions d'appropriation culturelle, elles peuvent nous permettre de comprendre aussi que finalement, toutes ces bonnes intentions des parents quand ils demandent aux enfants de lire et de lire davantage, elles sont un peu vaines si eux-mêmes n'ont pas développé des pratiques, mais aussi s'ils ne sont pas eux-mêmes des modèles d'identification et surtout s'ils n'ont pas conscience de ça. De cette manière-là, je pense que mes parents se seraient certainement dit que, eh bien, en fait, en, en écoutant eux-mêmes de la musique, ils auraient pu m'influencer et me donner envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Je pense que s'ils l'avaient su, ils l'auraient fait et qu'ils auraient compris que le simple fait de me le demander n'influençait rien. Voilà pour la parenthèse personnelle. Sur finalement toutes ces données-là, je vais redonner la main à Bousséina et on va aussi faire le lien avec ce qu'on mène dans les clubs coup de pouce. Oui, tu as raison, Bousséina. Juste pour conclure sur les idées à retenir par rapport à aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez compris, ce sont principalement les femmes et en particulier les mères qui transmettent aujourd'hui la lecture dans l'enfance et la petite enfance. Et ça a un impact direct sur les questions d'appropriation de la lecture, puisque les garçons, entre autres pour cette raison, mais pas seulement, connaissent plus de difficultés scolaires en raison de leurs difficultés en lecture. Les fratries sont de puissantes alliées de la lecture et il y a très peu d'actions qui ciblent les fratries. Elles sont très rares, mais elles sont très pertinentes puisqu'en fait, les frères et sœurs sont au moins aussi importants que les parents dans le domaine de l'éveil à la lecture et de la découverte de la lecture. Voilà. Bousséina, par rapport à cette info, par rapport à cette donnée sur les frères et sœurs. Merci Céline. Effectivement, alors je vais peut-être proposer qu'on coupe le partage, qu'on arrête le partage pour qu'on puisse se voir déjà dans un premier temps, voir tous. Et puis, il nous reste à peu près 25 minutes pour l'échange. Du coup, je vais donner la parole à nos pilotes et aux collègues d'ailleurs aussi qui sont présents ici pour réagir, interagir, voilà, poser vos questions, vos interrogations par rapport à la présentation de Céline. Je ne sais pas, vous m'entendez? D'accord, ok, super. Donc, vous pouvez réactiver vos micros et je vous donne la parole, sachant que je vois qu'on a déjà des questions sur le chat. Du coup, Naïla, vous voulez prendre la parole et les poser directement? C'est surtout par rapport aux frères et sœurs, vu que c'est un modèle aussi pour l'apprentissage de la lecture. Est-ce qu'il faut les cibler en plus des parents? On dit que c'est pertinent, mais que les actions sont rares. Mais est-ce qu'on peut vraiment les toucher, les autres, la fratrie ou les sœurs, ou pas? Enfin, je ne sais pas si c'est très clair.
Oui, c'est tout à fait clair. C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe le plus souvent, pour l'instant, c'est qu'on implique les frères et sœurs. Enfin, vous me direz si dans vos actions, vous tous, vous avez la même impression, mais souvent, on implique les frères et sœurs plus pour des questions logistiques. C'est-à-dire pour permettre l'implication des parents, on invite aussi les frères et sœurs dans nos actions euh, diverses et variées. Mais rarement avec l'objectif précis en fait d'avoir les frères et sœurs qui viennent sur nos actions. Alors nous sur le coup de pouce on est vigilant à ça et on met particulièrement en avant le temps de la belle histoire comme étant un temps aussi où on accueille les parents, mais aussi les frères et sœurs, parce qu'on sait que au-delà des simples contraintes logistiques que ça lève pour les parents, c'est aussi très intéressant pour les frères et sœurs, déjà de savoir ce qui se passe dans les clubs coup de pouce, mais aussi de pouvoir participer à un temps de lecture d'histoire. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous tous, là, sur les actions que vous menez, quelle stratégie vous avez pour impliquer les frères et sœurs, si c'est davantage finalement pour permettre l'implication des parents ou si vous avez des actions qui ciblent spécifiquement les frères et sœurs. Fabienne, je vois, non? Pas directement. Non, pas directement, non. Ouais. D'accord. C'est assez rare en fait. C'est pas des membres de la famille qu'on identifie directement. Et la question de la délégation parentale aussi nous empêche aussi parfois de les impliquer parce qu'on a aussi la crainte que le rôle, que les parents soient moins présents au prétexte que des fois, c'est plutôt des grands frères et des grandes sœurs qui sont impliqués dans le suivi de la scolarité des enfants. Ça nous pousse aussi sans doute à la réflexion pour aller plus loin dans nos pratiques également de coups de pouce et de dépasser peut-être l'aspect logistique pour être dans une action un peu plus, alors pas complètement ciblée, mais en tous les cas pour permettre en fait de voir autrement cette participation de la fratrie quand ils viennent dans les clubs ou aussi quand on envoie les outils, parce qu'il y a ça aussi. Il y a la présence de la fratrie dans les visites de club, mais aussi il y a l'aspect où on envoie les outils dans les familles. Et ces outils-là, on s'attend également à ce qu'ils soient partagés avec les frères et sœurs, que ce soit l'histoire ou tout simplement aussi les jeux, hein, pas uniquement hein, quand on le dit aux parents et aux animateurs, c'est aussi dans le sens où les enfants puissent, des enfants des clubs puissent les partager également avec les parents, mais également les frères et sœurs quand ils les ramènent chez eux. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi dont on ne parle pas forcément, mais qui est existant dans les pratiques des clubs coup de pouce. Donc voilà. Je ne sais pas si les pilotes ont d'autres témoignages sur ces pratiques-là. Je ne sais pas si vous avez, vous aussi, accès à des actions où vous mettez en place des pratiques qui ressemblent ou en tout cas qui s'intéressent plus ou moins à la fratrie. Non, moi, j'ai une petite question à Céline. Donc, moi, je suis Néjette Med, donc direction d'éducation ville de Lyon. À Lyon, ça ne nous concerne pas complètement parce qu'on est sur du langage essentiellement. Enfin, bon, il y a des choses qui peuvent ressembler. Je voulais savoir si, en fait, il est réfléchi de déplacer un petit peu cette problématique centrée essentiellement sur la famille qui a ses avantages, mais tous les enfants n'ont pas de fratrie, toutes les fratries ne sont pas simples. Il y a beaucoup de fratries qui ne sont pas simples. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas simples. Et par ailleurs, ça pose aussi des questions
de parentalisation du social qui sont un peu complexes, mais la question c'est est-ce que il est réfléchi à des modalités un peu d'extériorisation de ces modèles du type les enfants du coup de pouce qui vont lire des histoires aux enfants de petite section, voilà, ou des choses, des mentorats, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit dans mon bureau, ou des mentorats, des choses de ce type-là, qui ne remplacent pas, on est bien d'accord, mais qui peuvent aussi venir, en tout cas, permettre de donner cette motivation et cette envie à l'apprenti lecteur, quoi. Mais c'est une question. Là, actuellement, ça ne fait pas partie des choses qui sont en cours du côté de Coup de pouce. Je te rejoins complètement sur le fait que toutes les fratries ne permettent pas forcément d'avoir, voilà, d'être à chaque fois, comme tu disais, des alliés, dans le sens où il y a des difficultés, il peut y avoir des problématiques. Mais souvent, la fratrie, en fait, est un peu invisibilisée dans ce qu'elle peut permettre en termes de stratégie culturelle, de stratégie d'accompagnement. Et elle est un peu perçue, je pense que c'est l'esprit de ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais elle est un peu perçue comme étant une version un petit peu moins bien de ce que pourraient faire les parents. C'est-à-dire qu'on se dit, l'idéal, c'est d'avoir les parents. Et puis, au pire, ou sinon, on peut demander aux grands frères, aux grandes sœurs, etc. Et ça, c'est vraiment dommage dans le sens où, en termes d'impact, d'influence, d'objectifs atteints, on est vraiment sur quelque chose d'aussi puissant. Voilà. Et on peut imaginer, effectivement, tu as raison, de se dire aussi que des camarades très proches d'un enfant, c'est-à-dire des amis, pourraient être invités aussi à participer, par exemple, aux séances des clubs coup de pouce, parce que le regard porté d'un ami qui, par exemple, est dans la même école et qui a la possibilité d'être invité au club coup de pouce, c'est un regard porté sur l'enfant qui est très intéressant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les encouragements que les parents portent aux enfants dans le domaine scolaire, mais entre autres dans le domaine de la lecture, ils ont beaucoup d'influence. Mais le regard porté entre les enfants d'un même âge est parfois même encore plus puissant. Voilà. Et c'est vrai que tous, autant qu'on est, on cherche énormément à impliquer les parents. Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut moins les impliquer, ce n'est pas ça. C'est simplement qu'on peut avoir d'autres alliés et que les enfants de la fratrie, mais aussi les enfants qui entourent l'enfant, ses amis, etc., peuvent être des alliés tout aussi puissants. Et l'année dernière, quand j'étais à l'animation du club Coup de pouce clé, je vous partage cette anecdote parce que je pense qu'elle est assez révélatrice. Il y a une des petites filles de mon groupe au début de l'année, quand on s'est présenté, qu'on a fait le tour de table, j'ai demandé simplement aux enfants de se présenter et de donner leur nom et de dire s'ils avaient des frères et sœurs. Et donc, cette petite fille, elle s'est présentée en donnant son prénom et en disant « J'ai une grande sœur, elle a 14 ans et elle n'aime pas l'école. » Voilà. On ne lui avait pas du tout demandé cette information-là, mais pour elle, c'était un élément très fort, très important et représentatif de ce qu'était sa grande sœur. Elle avait 14 ans et elle n'aimait pas l'école. Et ben, quand on a 6 ans et qu'on a une grande sœur qui s'identifie et se présente comme n'aimant pas l'école, évidemment, ça a un lien direct et très impactant sur notre capacité à s'investir dans la scolarité. Et donc, c'était vraiment une phrase qui permettait de comprendre le contexte dans lequel vivait cette petite fille et l'influence de sa fratrie, en fait, sur elle et sur ses capacités après à rentrer dans la lecture. Donc, il a été beaucoup de questions après avec elle dans les échanges au club. Voilà, en fait, de son envie d'apprendre à lire et du fait qu'elle pouvait avoir des envies différentes aussi de cette grande sœur. Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que ça puisse être des modèles positifs, mais ça peut être évidemment à l'inverse des modèles qui influencent négativement le parcours scolaire, tout simplement parce qu'un enfant qui a un grand frère ou une grande sœur qui vit des difficultés scolaires, ça lui renvoie une image de la scolarité, mais aussi et en particulier de la lecture, qui peut être assez négative et influente. Voilà pour les stratégies.
Est-ce que vous saviez à quel point la lecture était transmise aussi par les femmes et par les mères? Est-ce que c'est quelque chose ouais, que vous voyez également beaucoup dans vos actions et dans vos projets de terrain? À quel point ce sont les mères qui portent ces pratiques autour de la lecture? Personne ne voit rien. On a une question qui revient sur les pratiques parentales et la fratrie plutôt. En fait, faudrait-il que les frères et les sœurs ramènent les enfants à la maison, je pense, et participent à la belle histoire? Faut-il les impliquer tout autant que les parents? En fait, concrètement, je pense que cette question, et là tu me dis si je me trompe, c'était est-ce qu'on peut vraiment mener les mêmes actions à un parent ou à un grand frère? Si oui, à partir de quel âge? Enfin, un grand frère, une grande sœur, à partir de quel âge on peut le faire, etc. C'est évidemment la question très sensible de la délégation parentale et du phénomène de parentification. C'est-à-dire qu'il est très difficile en fait de fixer une règle dans l'absolu et de se dire que ben oui, un grand frère ou une grande sœur à partir de 14 ou 15 ans peut avoir ce rôle-là dans la famille. On ne peut pas fixer des règles de ce type-là. C'est chez chaque famille, en fonction de son contexte et de sa situation, qui a son propre fonctionnement. Mais nous, effectivement, ça peut nous mettre en difficulté sur le terrain avec des enfants des fois assez jeunes, qui, par exemple, viennent chercher leurs petits frères ou petites sœurs au club et qui portent une responsabilité aussi sur le suivi des devoirs, sur énormément de choses auprès du plus jeune. Et le phénomène de parentification, ce que vous pouvez voir souvent certainement sur le terrain, c'est aussi une autorité qui est déléguée à cet enfant, qui des fois est très jeune et qui peut se transformer en une autorité des fois un petit peu excessive sur le plus jeune. Voilà, un grand frère ou une grande sœur qui est particulièrement autoritaire du fait de cette délégation parentale envers son petit frère ou sa petite sœur. Et ça, c'est des situations qui nous mettent régulièrement en difficulté dans les actions de terrain, parce que cette parentification, on ne peut pas complètement la régir avec des règles. Chaque famille a un petit peu son propre fonctionnement par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans notre représentation de la famille, on va avoir tendance à considérer que les parents sont vraiment les personnes et les seules personnes auxquelles on peut s'adresser, en tout cas les personnes privilégiées auxquelles on doit s'adresser. Et considérer que c'est vraiment, si on a un grand frère ou une grande sœur, c'est un peu moins bien. Alors, ça dépend vraiment de chaque famille, mais ça peut être tout aussi pertinent de s'adresser à un grand frère ou une grande sœur sur l'accompagnement à la scolarité et en particulier dans le domaine de la lecture. Je n'ai pas vu les questions sur le chat, mais j'ai vu qu'il y en avait certaines qui étaient passées. Oui, il y en a une qui demande, existe-t-il des actions vers les pères pour les impliquer dans les apprentissages de la lecture de leurs enfants en France? Est-ce que vous en connaissez? Alors, en France, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. J'en connais pas. Je pense qu'il est encore difficile pour nous en France de considérer qu'il est intéressant et stratégique d'avoir des actions ciblées auprès des pairs. Ça nous est encore difficile. Et donc, voilà, on n'a pas encore développé ce type d'action. Ce qui est très intéressant et que je vous partage ici, c'est que les chercheurs qui ont travaillé sur cette question-là ont montré en fait que quand on fait une action qui est ciblée sur les pairs, quand on n'invite que les pairs, par exemple, à un événement, une action, une activité, un atelier, on a plus de facilité à les avoir. En fait, inconsciemment, quand on propose une action à tous les parents, beaucoup de pères considèrent qu'elle ne concerne que les mères. Sous ce label parent, ils vont considérer que c'est du coup une action pour les mères. Et un père qui vient et qui voit majoritairement des mères peut considérer du coup qu'il n'est pas à sa place. Donc ça a été très étudié dans d'autres pays et c'est pour cette raison-là qu'il y a des actions qui sont ciblées uniquement sur les pères pour faciliter aussi leur venue et également parce qu'ils ont un rôle spécifique et qu'il est intéressant d'avoir ce travail très stratégique qui leur est destiné. Mais il me semble en fait qu'on n'est pas encore prêt
en France à avoir des actions aussi ciblées et qu'on continue pour cette raison-là à s'adresser aux parents sans distinction entre les pères et les mères. Et peut-être une dernière remarque aussi, alors qui nous dit qu'effectivement les parents les pères sont moins présents au club coup de pouce, on les voit un petit peu moins, même si de plus en plus aux cérémonies. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, vous tous, sans acteur coup de pouce, que pilote. Voilà. Alors, sur l'implication des pères, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont effectivement statistiquement moins présents dans le suivi de la scolarité, même si c'est des choses qui changent là en très peu d'années, on a de plus en plus de pères qui s'investissent. Mais par contre, les pères, une fois qu'ils sont investis, on peut avoir un investissement assez fort de leur part. Et pour travailler, alors ça, c'est très stratégique, mais pour travailler l'investissement des pères, il faut aussi beaucoup communiquer auprès des mères. C'est-à-dire que pour permettre l'engagement des pères, il faut absolument que les mères fassent aussi une place dans la scolarité et le suivi scolaire des enfants. Donc, il est nécessaire d'expliquer aux mamans que même si elles ont ce rôle familial et que dans certaines familles, c'est un rôle très important qui leur est dévolu, en faisant un peu de place sur, par exemple, la lecture d'histoire le soir ou le suivi des devoirs ou sur d'autres pratiques, en faisant un petit peu de place aux pères ou en faisant beaucoup de place aux pères régulièrement ou les week-ends, elles rendent un très grand service à leurs enfants parce qu'elles leur permettent d'avoir un deuxième modèle d'identification et en particulier pour les petits garçons. Et ça, quand on l'explique aux mères, quand on l'explicite aux mères, elles sont très surprises de savoir que c'est différent pour leurs enfants, que ce soit elles ou le père, et que ça a un impact particulier sur les petits garçons. Et donc, une fois qu'elles le savent, elles font très attention et elles essayent de laisser une place aussi au papa. En fait, la question de l'explicitation, elle est au centre de ça, c'est-à-dire que de savoir qu'il y a une différence en fait d'accompagnement à la scolarité entre le fait d'être un père ou une mère, c'est quelque chose qui est très peu dit. Et une fois qu'on l'a expliqué, je pense qu'on peut laisser plus de place aux uns et aux autres en sachant qu'il se joue des choses en partie différentes, même s'il y a évidemment des choses communes entre les pères et les mères. Merci Céline. Je vois la remarque de Laurence Do sur le chat. Donc, effectivement, plus de papas présents pendant les cérémonies, mais il reste très minoritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les cérémonies en club, on est sur des moments très symboliques, très forts, qui se situent en dehors de l'école. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on a plus de pères aussi dans ces moments-là, dans ces moments très marqués sur le plan symbolique et sur le fait aussi que ce soit parfois en dehors de l'école, en mairie. Un petit mot sur la bibliographie. Ouais, je vais laisser Alexis la repartager pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur ces questions-là, sur les différents membres de la famille. Je vous partage quelques lectures si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre les dynamiques, entre autres, auprès des familles nombreuses. Et je vous conseille en tout premier lieu l'enquête qui vient de paraître. Je ne sais pas si, Alexis, tu peux partager la bibliographie. C'est partagé, je pense. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Moi, je ne la vois pas, mais... Ah, vous la voyez, ok. Alors, c'est juste moi, pardon. Oui, tout à fait. Donc, l'enquête Ipsos qui vient de sortir au mois de mars, qui s'appelle « Les jeunes Français et la lecture », qui est particulièrement bien faite. Et voilà, c'est une partie des données que j'ai utilisées aujourd'hui sont issues de cette enquête. Et cette enquête voilà, permet de comprendre vraiment où en sont les jeunes Français par rapport à la lecture. Donc, elle est très intéressante. Et pour comprendre, entre autres, l'impact des parents, des frères et sœurs, voilà, vous allez trouver des informations très intéressantes dans cette enquête. Après, deux articles voilà, qui me paraissent particulièrement intéressants pour comprendre aussi ces dynamiques avec la question de la socialisation culturelle au sein des familles et le rôle des frères et sœurs. Et puis, la fratrie comme une ressource
pour comprendre les dynamiques sur les fratries élargies, les grandes familles, les familles où il y a beaucoup d'enfants, pour comprendre en fait qu'il y a souvent un impact négatif, mais pas forcément, et que la fratrie peut être aussi vue comme une ressource éducative et culturelle très puissante pour les enfants. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez piocher dans cette bibliographie. Super, merci Céline. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah, alors, oui. Ah, c'est des remerciements. Il nous reste une petite minute, donc le temps de remercier tous les participants et tous les pilotes qui nous ont suivis sur ces 3 sessions. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à partager avec nous comme nous, pareil, dans l'autre sens, ce petit moment. Vous allez recevoir un petit questionnaire pour avoir votre avis également. Donc voilà, votre avis nous intéresse, vos retours nous intéressent sur l'organisation de ce webinaire. Un grand merci et on vous dit certainement à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les pilotes et autour des clubs coup de pouce. Donc voilà, un grand merci. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. Merci Céline et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.